Cool. C'est bon. T'es On n'est bon? pas en direct, là. Ouais. Ouais. T'es prêt? Bonjour les amis, bienvenue dans la capsule numéro 13. Oui, c'est vraiment la 13 de la déprogrammation avec notre amour québécois, Sylvain Laforêt. Il est 6 heures du matin pour Sylvain. On Ouais. enregistre cette vidéo fin avril 2022. Et donc, nous sommes en choc post-traumatique suite aux résultats des élections françaises. Sylvain, je te laisse faire un petit commentaire. Macron fait tellement un bon travail. On est content pour les Français de ne pas le perdre. Non, mais en fait, il y a quand même un avantage à avoir Manu Macron, dit Nabo le nain, au pouvoir en France. Je sais, je suis révérencieux, mais c'est ce qui m'inspire le personnage. Mais il y a le gros avantage, c'est qu'il polarise la haine. Hein? Il y a vraiment une qualité de polarisant de la haine des Français parce que cette haine-là, elle est complètement méritée parce que c'est fou quand tu as quelqu'un qui devrait être jugé, en fait, et assis dans un tribunal, se retrouve au pouvoir encore et probablement, en tout cas, probablement de manière frauduleuse, mais en même temps, on dirait que personne n'est capable de le prouver. Là. Bon. Oui, Mais alors, ça c'est toute une histoire. Parce que quand on commence ton livre, La déprogrammation, les amis, d'ailleurs, je vous encourage, hein, si vous n'avez pas encore le livre, ruez-vous dessus. C'est dur à dire, essayez de... Ruez-vous dessus. Ruez-vous. Il fait 1,5 kg. Oui, il est très lourd. Oui. Et comme j'aime bien le dire, ça peut servir aussi d'arme de défense. Voilà, de défense, légitime défense, au cas où on vous attaque. Parce que ton livre, il commence d'une façon tellement intemporelle. Et je te remercie d'avoir vraiment mis tout de suite les pendules à l'heure. Dans le début de la déprogrammation, tu nous dis de toute façon, il n'y a plus de... Enfin, l'idée du parti politique, et je te rejoins là-dessus, la distraction en fait. Ah, absolument. Et donc, on voulait quand même vous faire un message d'espoir. Bon, peu importe quand vous verrez cette vidéo, peut-être que vous la verrez en 2050 et que la France n'existera plus de la carte du monde, je ne sais pas. On n'a pas besoin d'aller si loin que ça, si ça continue. C'est vrai. Oui. Mais finalement, peu importe le résultat, et c'est ce que tu nous dis aussi au début de la déprogrammation, c'est que finalement, ceux qui tirent les ficelles ne sont pas les marionnettes qu'on voit. Non. Donc, rassurez-vous, les amis. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont moins pires que d'autres au départ, qui arrivent. On peut même imaginer que des personnes très bien intentionnées, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était le cas de Marine Le Pen. Hein. Moi, ça fait bien longtemps que je regarde de très loin ce qui se passe au niveau politique. Parce que pour moi, comme tu le dis aussi, une fois qu'on se déprogramme, on n'arrive plus à regarder ça. Enfin, ça devient risible. Tu vois, c'est vrai. Hein, on peut plus revenir en arrière. Même si la personne arrive avec les meilleures intentions du monde, au final, elle finit par faire ce qu'on lui dit de faire, en fait. Oui. Puis dans le fond, je pense que en gros, les Français n'auraient pas vu une énorme différence dans les politiques, que ce soit Le Pen, Macron ou l'autre, la Mélenchon. Donc, parce que ce n'est pas eux qui commandent, ce sont des marionnettes et ça n'aurait pas changé grand-chose. Peut-être la petite différence qu'il aurait pu avoir, c'est au niveau de la perfidie et de la cruauté des personnages, parce qu'on sent que Macron est quelqu'un qui déteste l'humain. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il aime probablement faire souffrir les autres. Et c'est peut-être qu'on aurait vu l'application des mêmes politiques, mais de manière moins retard avec Le Pen ou Mélenchon. Mais bon, moi, je serais prêt à parier 1000 $ avec n'importe qui que Macron ne finira jamais ce mandat-là. D'autant plus qu'il souhaite aussi que ça passe sur 7 ans. Hein. Évidemment, tant qu'à faire, une fois qu'on a les fesses bien installées aux manettes, bon.
Sur ce chapitre 13 qui s'appelle SOS Poutine, c'est quand même fou. Tu as fait Oui. on rigolait les amis avant d'enregistrer cette vidéo parce que Ouais. Sylvain me dit: «Purée, j'ai écrit ce livre en 2015 et il est hyper d'actualité ce chapitre» Oui. parce Oui. qu'effectivement tu parles de l'Ukraine. On a l'impression que tu parles, Ouais. de ces partis d'extrême droite, tu parles des coups d'État, tu parles du fameux, bataillon Oui. et Azov et du coup, on se dit: «Mais c'est vrai, il a la boule de cristal Sylvain, c'est pas possible à ce moment-là en 2015». Mais Ouais. avant que tu commences, j'aimerais Mmh. juste dire les 2 citations que j'ai relevées de ce chapitre que j'adore. Ouais. Une de Balzac, Oui. donc: «Tout pouvoir est une conspiration permanente». Ça, je crois que c'est aussi quelque chose que les amis, vous pouvez vraiment vous mettre ça dans le crâne, Oui, oui, c'est si assez c'est pas clair. déjà fait. Et Mmh. la deuxième que j'adore, alors celle-ci, je la connaissais pas, Napoléon Ier: Oui. «L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord». Oui. Puis, oui, puis, en fait, souvent, j'aimais commencer les chapitres ou en tout cas parsemer ici et là de citations, mais celle-là était tellement parfaite, les deux, que j'ai été incapable de choisir. Et donc, j'ai décidé de coller les deux. Euh, ben, pour Guerre et mensonge, je pense, la démonstration a été faite que l'histoire est une suite de mensonges, au fond, sur lesquels les gens s'entendent. Euh, pour la déprogrammation, je pense que le côté de la conspiration est peut-être plus importante. Cette notion-là, au fond, parce que dans le fond, la déprogrammation, ça veut faire comprendre plusieurs choses de base. Et à l'intérieur de ce chapitre-là, au fond, il y avait justement plusieurs choses de base qui se faisaient défaire. Et donc, ça a été, c'est un pot pourri là, de trucs qui marchent Oui. pas. D'abord, les complots, justement, c'est ce qui me faisait lancer à l'intérieur du chapitre, c'est que les complots existent depuis toujours. Alors, quand quelqu'un nous dit ah, ça serait pas une théorie de la conspiration. D'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui le font, ça. Ça fait un peu has-been, hein, de parler de ça maintenant, hein. Ça fait has-been parce qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se rendre compte qu'il y a pas mal de complots en cours et qu'on est toujours dans des complots. Mais c'est que les complots existent depuis longtemps. L'important, c'est répertorié, c'est écrit, c'est Rome. L'histoire de Rome est une histoire de complot. Une suite de complots un après l'autre. C'est toujours comme ça. Les empereurs romains se faisaient trucider, empoisonner, et c'était toujours un complot entre le Sénat, la femme de l'autre et le prochain. Et César y a passé, et plusieurs autres, Néron et tout ça. Et des auteurs comme Cicéron et Pline, je crois, ont parlé carrément dans le fond, du complot, là, du complot politique. Puis il y a Machiavel. Machiavel, le prince, c'est Qui est ça. le livre de chevet de beaucoup de nos chers dirigeants d'ailleurs. Je pense Oui, que enfin, oui, oui, c'est ça, ça fait partie des livres à lire. c'est un mode d'emploi. Il y en a qui lisent Martine à la plage ou Martine au ski et puis il y en Mhm. a d'autres, enfin, je sais pas si vous avez ça au Québec, mais c'est des histoires ou Oui, de oui, oui, piou-piou et de oui. machin. On avait les Martines, oui, oui. Là, c'est Voilà. Martine Foulcan du Québec, en fait. Enfin, Oui, essaye de ben, foutre le camp du Québec. oui, c'est ça. Mais il y a, oui, Martine aimerait foutre son camp du Québec. Martine met son masque pour protéger les aînés. Mais c'est tout ceux-là. Là. Mais oui, on a exactement les mêmes. Puis j'ai découvert Spinoza aussi, Baruch Spinoza, dont j'avais entendu le nom et que je connaissais pas beaucoup, mais que j'ai lu dans les derniers mois. Puis Baruch Spinoza aussi parle de complot. Donc, c'est un philosophe, là, et il nous parle de complot. Et si on regarde toute l'histoire depuis qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que complot par-dessus complot par-dessus complot. Donc, il faut vraiment avoir la tête dans le sable pour continuer à parler des théories de la conspiration, alors que la seule théorie, ça serait qu'il n'y ait plus de conspiration. Ça fait que D'autant ça, plus c'est... que, tu vois, là, tu nous parles d'histoire, mais il se trouve que le complot, c'est la base même de la politique. Parce que Mhm! sans complot, la politique n'existe plus. Et Absolument. les gens, je pense, ont tendance aussi à avoir une espèce de pot pourri, eux aussi, dans Oui, leur conception de ce qu'est un complot. Et oui, quand on sort de la conception de c'est bien, c'est mal, c'est juste de la stratégie. Après, on peut discuter, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? oui, C'est juste factuellement,
la réalité. Oui. Et tout l'art que ce que tu nous expliques dans la déprogrammation de la, on va dire, à partir du moment où on fait croire aux gens qu'il y a une démocratie, Oui. qu'ils ont un pouvoir avec leur signature en votant, Oui. il faut s'arranger pour qu'ils imaginent que leur vote est le meilleur choix pour eux, ce qu'on appelle la formule du consentement. Oui. Et toi, ce que tu nous apprends d'ailleurs dans la déprogrammation de façon brillante, c'est qu'il y a toutes des corporations dont la Commission des affaires étrangères, le fameux CFR, comme tu dis, qui, eux, dirigent les programmes télévisés. Parce qu'on se rend compte à quel point les masses sont devenues ignorantes. Et du coup, sont persuadées qu'effectivement, elles doivent faire ceci ou cela. Et bon, maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux après 2 ans de drame sanitaire, on va dire ça comme ça. Le drame sanitaire. Et qui se disent: «Mais purée, est-ce que la démocratie, c'est pas de nouveau une poudre aux yeux?» Toi, tu nous parles dans SOS Poutine, chapitre 13, de Barack Obama. Alors lui, si tu veux bien, on commence par lui. Ah oui. Pour la première fois dans les États-Unis, on a vu une personne qui incarnait entre guillemets les minorités, qui était porteur d'un espoir grandissant. Toutes les personnes qui sont d'ailleurs arrivées comme ça devant ces élections américaines, c'était vraiment enfin du neuf, enfin du frais, enfin quelqu'un de jeune, quelqu'un de beau. Ça fait un peu la même chose avec Macron d'ailleurs au début, pour son premier mandat. Oui, mais c'est ça. En fait, on le voyait comme le grand espoir noir, premier président noir aux États-Unis. Donc, on sentait, et puis c'est un démocrate, les démocrates qui se revêtent d'une chape volontaire là, de grands défenseurs des droits des ethnies et tout. Donc, pour plusieurs, dont la communauté noire afro-américaine, Obama était un grand espoir, mais j'aimais bien cette description que j'avais faite à l'époque pour dire qu'à l'intérieur, Obama était plus blanc que tous les Blancs. Oui, c'est ce que tu dis dans ton livre, d'ailleurs. Oui, et blanc rime avec flanc, parce que lui d'ailleurs, Sylvain, tu Ouais. nous dis qu'il se revendique dans un discours comme étant le fils spirituel de Brzezinski. Oui, puis il le dit ouvertement. Et il a été faire des speeches devant le Conseil aux relations étrangères aussi. Puis il se vante de Brzezinski, de suivre sa doctrine et tout ça. Et la doctrine Brzezinski, ben, c'est l'horreur la plus totale. C'est qu'il faut qu'on contrôle le Moyen-Orient, qu'on contrôle l'Eurasie. Puis Obama, en fait, était que du flanc. Et c'est pour ça probablement qu'il était noir, oui, d'accord, mais très pâle. Et ce qu'il a fait, en fait, ça a été l'horreur la plus totale. Premièrement, sous son régime, on va en reparler un petit peu, mais sous son régime, on a créé ISIS. Dans le fond, le JSOC américain et la CIA ont travaillé ensemble pour créer ISIS. Pourquoi? Pour continuer à détruire l'Irak, toutes les régions pétrolières de l'Irak, je devrais dire, et de détruire la Syrie, donc parce qu'on voulait sortir Bachar el-Assad. Donc ça, c'est une grosse partie, au fond, du programme d'Obama, puis et on va le voir, mais c'est que c'est l'horreur la plus totale, là. Je veux dire, ce que ces gens-là faisaient pour le compte de l'Occident, était pas très joli, là, du coupage de tête et tout ça. Donc, et est arrivé aussi sous Obama, ce qui était, je pense, maintenant, on peut le voir, le début du plan de ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire d'une destruction de l'économie. Parce que la crise économique de 2008, si on la regarde de plus près avec une loupe aujourd'hui, on peut voir que ce n'était pas que des erreurs. C'était probablement planifié pour en arriver à avoir une crise majeure. On a éliminé une couple de banques, de compagnies d'assurance en passant. Et pour se sortir de cette crise-là, parce que la théorie, c'était que si les banques tombent, la société américaine tombe, ce qui fait qu'il faut absolument pas que les banques tombent. Et ce qui est arrivé, ça a été l'horreur, ça a été les buyouts. Les bailouts, au fond, c'est que on a emprunté à la Federal Reserve des montants astronomiques dans les trillions de dollars. Il y a personne qui s'entend exactement sur combien, mais c'est au bas mot 8 millions. Donc, on venait d'augmenter d'à peu près 33% la dette américaine là, à ce moment-là. Tu nous dis 100 000 $ par tête. Oui, c'est ça.
Et c'était pour sortir des milliardaires de la faillite. Et alors, ça, juste répète s'il te plaît pour ceux qui n'ont pas encore compris, parce que Federal Reserve, on se dit, bah, c'est forcément étatique. Rien de. C'est une entité qui est contrôlée par des banques privées de l'extérieur. Et ça n'a rien de fédéral. En fait, ça a été voulu, on l'a nommé comme ça pour faire croire encore aux gens que c'était un organisme qui était à la défense du peuple américain. Rien du tout. C'est un organisme qui est monté pour canaliser l'argent qui sort de la poche des gens vers la plutocratie, ceux qui dominent la plutocratie, c'est-à-dire les banques internationales, les multinationales et le complexe militaire industriel aussi, et les pharmaceutiques, aujourd'hui, on le voit. Donc, c'est vraiment... Juste pour que les gens soient bien sûrs d'avoir compris, il y a eu un endettement sur la tête du peuple. Toi, tu nous dis à peu près, ça fait 100 000 $ par... Même un enfant qui arrive sur Terre, à ce moment-là, il a 100 000 $ de dette sur les épaules. Oui, oui, c'est ça. Hein? Et tous les bébés inclus, tout le monde est endetté, surendetté. Ça va durer des générations. Donc, les gens n'ont pas voté pour ça, hein? Non, absolument pas. Et oui, puis pour en finir avec le cas d'Obama, au fond, c'est que ce qui est l'ironie absolue, c'est que il n'y a jamais eu autant de crimes contre les Noirs que pendant son règne. Ça, il faut que ça rentre tranquillement. Parce que, tu sais, il y a encore des Noirs des Noirs que je connais d'ailleurs, des amis là, qui sont d'origine haïtienne ou jamaïcaine, qui s'accrochent encore au personnage d'Obama, comme quoi c'était le premier président noir, qui s'accrochent à des trucs comme Black Lives Matter, parce que et eux, c'est simplement à cause de leur état, de la couleur de leur peau, qui s'accrochent à ça, mais ils s'intéressent absolument pas à ce que Obama a fait ou à ce que Black Lives Matter font. Donc, c'est de la manipulation extrême. Et les Noirs ont subi le régime d'Obama, si on le regarde de près avec une loupe. Les crimes, surtout particulièrement les crimes de la police contre la communauté noire ont été à leur plus haut niveau pendant ce règne d'Obama. Je dis ce court, mais ce trop long règne d'Obama. Donc, que Trump a réussi éventuellement à sortir enfin en 2016. Il y a un truc que j'ai amené en début de chapitre, parmi le pot pourri là, dont je voudrais parler aussi, c'était, et qui prend tout son sens aujourd'hui, c'est que je parlais de la déprogrammation par Internet comme étant la solution pour se sortir de la désinformation. Et ça, c'est important parce qu'au moment de l'écrire en 2015-2016, il y avait c'était encore aucune censure sur les réseaux. Là. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Là. Il y avait aucune censure et on pouvait avoir accès à peu près à tous les vidéos possibles et inimaginables qui pouvaient nous faire comprendre dans le fond, la réalité du monde dans lequel on vit, là, toutes les manipulations et tous les vidéos étaient là. YouTube hébergeait un paquet de trucs. Je veux dire, les aveux de James Files sur l'assassinat de Kennedy, déjà. Et ça, c'est resté là longtemps. Et que ce que je disais d'ailleurs, c'est que notre fenêtre est toute petite parce que on va bientôt commencer à censurer Internet, YouTube, Facebook, les réseaux sociaux vont commencer à être censurés bientôt. En fait, c'est simple à comprendre. C'est que tantôt, tu parlais des complots. Ben, c'est normal qu'en politique, on ait des complots. On n'a pas ils n'ont pas le choix dans le sens où si tu veux préserver une plutocratie, donc un petit groupe d'individus riches qui va dominer politiquement une masse d'individus qui sont pauvres ou semi-pauvres, et leur faire croire qu'ils sont dans une démocratie dans laquelle ils vont prendre des choix, ben, tu n'as pas le choix de fonctionner avec toutes sortes d'instruments qui vont te permettre de contrôler la pensée et l'opinion des gens. Donc, pendant des siècles et des siècles, ça a été via la religion. La religion, ça a été les comploteurs par excellence pour le gouvernement, parce que, au fond, on disait aux gens, vous devez obéir à la parole de Dieu, et voici la parole de Dieu. Donc, le clergé la connaissait, la parole de Dieu, et il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait aller attaquer les musulmans au Moyen-Orient pour les croisades.
Donc, les édentés qui sortaient de leur champ avec leur fourche devaient se trouver un cheval et suivre le roi pour aller se battre pour le roi, alors qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire. Mais donc, la religion a été vraiment le co-comploteur de la politique des rois, en fait, pendant très, très longtemps. Ça a été remplacé, ça on a déjà parlé, ça a été remplacé en la fin des années 50, début des années 60 par la télévision. Donc, puis on avait commencé avec la radio un peu au début du 20e siècle. C'est que la radio, les médias et surtout l'information et les bulletins de nouvelles sont devenus un instrument parfait du contrôle de la masse parce que tu peux leur faire croire absolument n'importe quoi en déguisant le tout en nouvelles. Maintenant, ces médias-là, on les délaisse. Depuis l'arrivée d'Internet, il y a de moins en moins de gens qui écoutent la télévision régulière et de moins en moins de gens qui lisent les journaux. Et donc, c'était certain que éventuellement, il faudrait qu'ils prennent le contrôle d'Internet pour ne pas perdre la main sur l'opinion des gens, sur le contrôle de la pensée des gens. Donc, c'était vraiment une question de temps. Et ça a été écrit en 2015, publié en 2016 la déprogrammation. Voilà, aujourd'hui, on est rendu en 2022 et il y a une censure absolument monumentale, particulièrement depuis la dernière année, sur YouTube, qui a évacué presque tout de ce dont je parle dans la déprogrammation et qui avait toutes les références. Presque tout a été enlevé de la plateforme parce que c'est devenu dangereux, là, finalement. Internet est devenu dangereux pour la déprogrammation des gens, pour les sortir de ça. Et disons que la fenêtre pour la déprogrammation, c'est refermé et qu'à ce moment-là, il faut aller voir au-delà de au moins des grandes plateformes. Parce que, tu sais, au fond, si on regarde, je prends l'exemple encore de la confession de James Files sur l'assassinat de Kennedy, il n'y a plus rien de ça sur YouTube. Des fois, il y a des petits extraits qui vont sortir parce qu'il y a des gens qui ont sauvegardé les vidéos et qui remettent de temps en temps. Et ils vont être là, mais les instruments de recherche vont être difficiles pour retrouver ces vidéos-là. Mais par contre, il y en a qui vont les mettre sur d'autres plateformes. Donc, on a vu avec l'apparition des plateformes comme Odyssey, comme Rumble qui fonctionne bien aussi, où eux vont héberger des vidéos que autrefois hébergées sur YouTube. Donc, les recherches sont simplement plus compliquées, mais on peut encore retrouver la plupart des choses. C'est juste répandu partout. Avant, tu embarquais sur YouTube, tu tapais ce que tu avais besoin, pouf, là, tu entendais Bill Gates te parler de dépopulation par les vaccins, puis ça se faisait comme ça. Et maintenant, quand tu veux trouver la vidéo de la conférence de Bill Gates qui a faite à TED Talks, bonne chance. Il faut que tu le trouves, puis que tu cherches, puis et c'est devenu vraiment compliqué. Puis, j'ajoute, c'est pas dans la déprogrammation, mais j'ajoute une petite finale à ça, c'est que le prochain instrument de contrôle, au fond, n'est plus la religion, évidemment, ne sont plus les médias. Le prochain instrument de contrôle, au fond, c'est l'identité numérique. C'est dans le fond ton carnet où on va mettre tes couilles dans un étau. Et tu vas avoir ton compte en banque qui va s'ouvrir ou se bloquer selon ta cote de crédit social, selon que tu sois un citoyen obéissant ou pas. Et ça, c'est l'ultime contrôle au fond. Et c'est pour ça que la plupart des gouvernements et même des gouvernements qui veulent se battre contre l'hégémonie américaine, comme la Chine, on veut installer cette mesure de contrôle-là du citoyen parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus besoin autant de contrôler leur opinion via les médias, via Internet, et etc., etc. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu ne pourras pas désobéir. As-tu encore un problème d'abeilles? Écoute, ici, on voit pas, mais c'est la maison des animaux. Effectivement, on va dire que si tout d'un coup, je me mets à décamper de ma chaise. T'es agressé par les insectes? Parce que moi, je suis sympa, je laisse les fenêtres ouvertes pour tout le monde, mais il y a un moment aussi, je travaille. Ouais. Dans ce chapitre-là, tu nous parles de la passion de l'OTAN pour l'Ukraine. Si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on arrive sur ce sujet-là parce que c'est vrai que tu nous parles de plein de choses. Tu nous parles aussi de Wikileaks.
Ouais. de comment le Patriot Act aussi est devenu un super outil justement pour flanquer en prison toutes les personnes qui ont un minimum de réflexion. Mhm. Et on le voit d'ailleurs, cette tendance, parce que tout le monde, je le rappelle, se moquait des Américains quand sont passées justement ces lois anticonstitutionnelles et anti-humains, en fait, en Ouais, général, ouais, hein. Ça, ouais, ce sont des armes de destruction massive, ce genre de absolument. loi. Et Oui. maintenant, elles arrivent dans nos contrées. Et puis, on met ça sous le fait que finalement, c'est pour votre sécurité, mais c'est toujours la même rengaine. Donc, tu nous parles de la passion de l'OTAN pour l'Ukraine. Déjà là, en Oui. 2015, tu nous dis, bah, en fait, tu nous résumes ce que Ouais. maintenant, certains, parce que maintenant tout le monde parle du bataillon Azov, hein. On est en plein, donc de nouveau, pour Oui. ceux qui découvrent cette vidéo, bien plus tard, on est donc en 2022 au printemps Oui. et tout le monde parle du Poutine qui a envahi donc l'Ukraine Mhm. et toi tu nous parles d'un coup d'État là, Ouais. Ben oui, en en fait, 2013. oui, ben 2013-2014, Maïdan, là, donc ça a commencé à lever en 2013. Yanukovych, qui était théoriquement, bon, qui était pro-russe et qui, lui, voyait un intérêt économique, mais beaucoup plus viable pour la société ukrainienne, au fond, de travailler de concert avec les Russes, alors que l'Europe apportait assez peu à l'Ukraine théoriquement. Donc, lui voyait, tu sais, il voyait pas s'embarquer avec l'OTAN, avec l'Union européenne. Là, l'avenir de l'Ukraine n'était pas là. Donc, la CIA, comme le fait si souvent, avait d'ailleurs éprouvé ces techniques avec les printemps arabes. Le printemps arabe, on en a parlé dans la guerre et mensonge, au fond. Printemps arabe, je résume rapidement, c'est quoi? C'est que on voulait renverser plusieurs gouvernements. Donc, on a créé de toutes pièces des manifestations monstres dans plusieurs pays. Les trois pays qui étaient visés par les printemps arabes, c'était l'Égypte, la Libye et la Syrie particulièrement. Il y aurait la Tunisie aussi, mais je connais un peu moins le régime, mais qui était quand même pas d'une si grande importance au niveau international, là, le gouvernement qu'il y avait à l'époque. Donc, mais ces trois pays-là étaient particulièrement visés par les printemps arabes. Et donc, on avait formé à partir de 2008, les printemps arabes, c'est en 2011. À partir de 2008, on avait commencé à former les gens, des futurs manifestants, mais surtout des futurs leaders de manifestations dans ces pays-là, euh, sur comment se servir des réseaux sociaux pour mousser une révolution. OK? Et il y avait vraiment des formations à New York et à Washington qui ont été données à 5000 jeunes qui venaient particulièrement du Maghreb, d'Afrique du Nord, Qui était euh, payé pour ça, hein, c'est qui un étaient payés pour aller là, qui sont repartis job avec un vacances. iPhone 9. Ouais, ils sont partis avec un iPhone 9. Ils ont eu des sessions de formation avec Google, avec Facebook, et on leur disait essentiellement, ben voici ce que vous avez à faire pour créer des manifestations. Et la CIA va faire le reste. On leur disait pas quoi, mais ce qui est arrivé, c'est que au fond, la CIA et ou la Mossad et ou les services secrets de ces pays-là, dans le fond, ont participé à tuer des manifestants et à transformer toutes les manifestations en bains de sang. Et, euh, et ce qui faisait du gouvernement en place, parce qu'on accusait le gouvernement, évidemment, de la répression contre le peuple. Et donc, les pays, il y a eu des renversements, des coups d'État qui ont été faits partout. Donc, Kadhafi, lui, ça a mené carrément à son assassinat par la faction du FSLP, la libération de Libye, la salvation de la Libye, au fond, qui ont assassiné Kadhafi en 2011. Moubarak a été sorti du pouvoir en Égypte. Par qui? Par les frères musulmans, qui sont ceux qui vont former ISIS aussi. Et est arrivé aussi Bachar el-Assad, qui lui a été un peu plus résistant et où Poutine viendra finalement commencer à mettre un terme au nouvel ordre mondial. On va revenir à ça. Pour l'Ukraine, on a modelé exactement de la même façon le coup d'État comme Yanukovych.
au fond, c'est qu'on voulait amener au pouvoir quelqu'un qui serait pro-européen, pro-OTAN, plutôt que pro-russe. Donc, on a décidé de le sortir. Et on a vu, parce que en Ukraine, il y avait eu une tradition nazie, hein, avec Stepan Bandera pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au fond, il y avait eu des exactions qui avaient été faites par des groupes d'Ukrainiens qu'on pourrait appeler extrêmes nationalistes et qui en avaient à découdre contre les Juifs particulièrement, parce que c'est un pays où il y avait beaucoup de Juifs en Ukraine et plusieurs voyaient ça comme un problème. Et à l'époque d'Hitler, il y en a plusieurs qui en ont profité simplement en Ukraine pour dire bon ben bye bye à ces Juifs. Et ça a été pas très joli ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Ukraine. Donc quand est arrivé ce mouvement-là, il y avait un mouvement qui était très nationaliste. Bon, de toute façon, l'Ukraine était déjà indépendante. Elle luttait pas pour son indépendance, là. Théoriquement, c'était déjà fait. Mais elle luttait, on voulait absolument de l'amener à se préparer à entrer éventuellement dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc, il fallait absolument sortir Yanukovych. Et on a moussé tous ces groupuscules extrêmes nationalistes, là, on les a moussés pour créer une espèce de révolution à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, ce qui va devenir le régiment Azov, mais il y avait le secteur droit qui était très, très important à cette époque-là parce que c'était une espèce de milice populaire néo-nazie qui a commis des exactions un peu partout, dont la ville d'Odessa. Qui est une ville portuaire au sud et où il y avait eu une manifestation pro-Yanukovych qui était contre Maïdan au fond et c'était très, très, très pacifique comme manifestation. Mais on voulait parler du désaccord d'avoir sorti Yanukovych parce que tout le sud de l'Ukraine et le sud et l'est, là, le Donbass aussi, étaient pro-russes. Et plusieurs de ces populations-là parlent même pas l'ukrainien. Donc, quand on leur a dit le russe est maintenant proscrit, on peut plus l'enseigner à l'école, la langue officielle, c'est maintenant l'ukrainien, t'imagines si tout à coup, quelqu'un arrivait, prenait le pouvoir en Suisse et disait que le serbo-croate était était la nouvelle langue. Donc, tu sais, ça ne fonctionnait pas là pour plein de gens. Et à Odessa, il y avait eu des manifestations et il y a des gens qui se sont retrouvés à l'intérieur d'un bâtiment, d'un syndicat en fait, et 50 personnes ont été tuées. Le secteur droit est arrivé, a foutu le feu au bâtiment. Les gens qui essayaient de s'échapper se faisaient trucider à mesure à coups de bâton, de barre de fer. Donc, on voit là à quel point le secteur droit, tout cette idéologie-là néo-nazie gangrénait déjà, en fait, tout le pouvoir en Ukraine. Et oui, dans le fond, le régiment Azov est revenu à la mode là, depuis ce temps-là, mais entre 2014 et Maïdan et cette espèce de coup d'État-là et 2022, ils n'ont jamais arrêté de bombarder les populations du Donbass. Jamais. Donc, pour que les gens comprennent bien, ceux qui découvrent peut-être tout ça, l'Ukraine bombardait l'Ukraine, en fait. Mm-hmm. Oui, c'était vraiment ça. C'était l'armée ukrainienne, mais particulièrement ces bataillons néo-nazis qui s'étaient donné comme charge, en fait, de mettre au pas toute la région du Donbass, ce qu'on appelle aussi les républiques indépendantes de Lugansk et Donetsk, qui sont difficiles à prononcer, mais qu'on va devoir apprendre de toute façon pour l'instant. Et donc, c'est ça. C'était une répression qui était horrible parce qu'en plus, c'était pas tourné vers une armée. OK? Il y avait une milice populaire là, à l'intérieur du Donbass, mais quand on bombardait ces régions-là, le Donbass, on bombardait des quartiers résidentiels. Là. C'était simplement pour préparer une éventuelle invasion de masse là, qui se ferait, ce qui était prévu pour fin mars 2022 et ce qui sera, au fond, ultimement la raison pourquoi les Russes sont entrés en Ukraine quand ils ont vu que l'invasion est en train de se préparer. Donc,
Donc, on voit que l'Ukraine, ça se préparait, mais tout ça était aussi dans l'espèce de mouvance partie en 2008 avec la crise économique. Et maintenant, je pense qu'on a, on a un meilleur recul sur l'ensemble de la situation de ce qui s'est fait depuis 2008. Et on voit que on a préparé le grand reset là, depuis très, très longtemps là, au niveau de nos élites. Le grand reset, mais aussi toute la transformation des sociétés, en plus de la réduction des dettes nationales, une rationalisation au fond des dettes là, qui était prévue, qui se fera probablement pas parce que Poutine en Syrie a mis fin au grand rêve du New World Order de contrôler le reste de la planète. Parce que c'est pour ça que je l'ai appelé SOS Poutine. Au fond, je parle plus de Poutine à l'intérieur de tout le chapitre, mais à la fin, il vient sauver les meubles parce qu'il vient mettre son pied dans la porte. Et on voit aujourd'hui l'importance de ce qui s'est passé en Syrie. Parce que si on veut comprendre là, tout l'ensemble, là, au fond, c'est que la Syrie, c'était la dernière tentative de l'Occident d'aller chercher le marché du pétrole. Comment? C'était pour éventuellement détruire tous les voisins d'Israël et agrandir Israël. Le plan était écrit, a été publié en 1982 et était donc connu que l'Israël voulait s'étendre par-dessus la Syrie, la Jordanie, une partie de l'Arabie saoudite, une partie de l'Irak et le Koweït au complet. Et donc, on aurait contrôlé une très grande partie du marché du pétrole, de la production pétrolière de toute la péninsule arabique. Ça aurait voulu dire quoi? Il aurait arrêté de nous parler du réchauffement climatique. On n'aurait plus jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que le contrôle du marché du pétrole, c'est le contrôle de l'économie mondiale. Donc, c'est maintenant qu'on peut vraiment saisir l'importance de ce que Poutine a fait en arrêtant le plan d'agrandissement d'Israël en Syrie. Parce que ça fait tout basculer de l'autre côté. Ça veut dire que le marché du pétrole, maintenant, c'est un marché qui appartient au monde bipolaire. C'est-à-dire... Bon, Sylvain, excuse-moi, mais si on suit ton raisonnement, ça veut dire que si le climat se réchauffe, c'est à cause de Poutine. C'est un peu ça. En fait, c'est ça. Ça tombe bien, on avait besoin d'un méchant. Oui, puis on est dans le complot, en tout cas. Non. mais oui, en fait, c'est ça, c'est que si les pays occidentaux, les banquiers, en fait, avaient continué à contrôler le marché du pétrole, il n'y aurait pas besoin d'essayer de se débarrasser du pétrole parce que la réalité, là, avec ces foutues transitions énergétiques-là et le réchauffement climatique et l'apocalypse de la Terre, là, vers où on s'en va, la réalité de tout ça, c'est que le climat est toujours en constant changement, mais il n'y a que le soleil qui décide de ça. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, notre consommation de pétrole et les émissions de CO2, c'est encore pire. Les émissions de CO2 sont pas nocives. J'ai lu des trucs dernièrement sur le fait que là, on est autour de 420 particules de CO2 par million, OK? À l'intérieur de l'atmosphère de la planète. 420 par million. Savais-tu qu'en bas de 180 particules par million, la vie des plantes n'est plus possible? En fait, les amis, je sens que vous commencez à vous frotter les mains, à vous dire quand est-ce que le 3e livre de Sylvain va sortir? Oui, c'est ça. Oui, parce que je suis là-dedans. Je ne sais pas sur quoi on va pouvoir diffuser. Hein. Ça, par contre, il va falloir qu'on se mette tous ensemble autour d'une table, les amis, pour dire où est-ce qu'on va pouvoir faire ces vidéos. Oui, c'est ça. Puis on va être rendu vieux. Hey! Tu te souviens, moi, quand on parlait de guerre et mensonges? Il y a une chose, peut-être une question à se poser avant de parler du climat, parce que moi, évidemment, c'est un sujet qui me passionne, tu parles de CO2. Est-ce que le CO2 fait que, en augmentant, la température augmente, ou est-ce que c'est parce que la température augmente que le CO2 augmente? Oui, vous avez 3 heures pour écrire. Oui, non, c'est ça, en fait, c'est que c'est toujours le contraire. C'est quand les températures augmentent,
ben, le niveau de CO2 augmente. Pourquoi? Parce que les mers, les océans se réchauffent et une eau froide retient le CO2, grosso modo, et une eau chaude relâche le CO2 par le principe d'évaporation aussi. Donc, essayez, les amis, de mettre une bouteille de champagne au soleil cet été. Et puis oui, faites une petite expérience, vous verrez. C'est ça. Puis, évidemment, on nous a fait croire le contraire, mais ce qui est fou, là, c'est que c'est quand on essaye de prendre, au fond, on essaie de prendre, de trouver des solutions, OK, des vraies solutions à des faux problèmes. Et ça, c'est dangereux là, de faire ça. Et quand aujourd'hui, on veut réduire le carbone, c'est dangereux. C'est dangereux pour la vie. Le carbone, le CO2, au fond, c'est l'air des plantes, mais on est presque au plancher minimal en ce moment pour que la vie soit florissante. OK? Bon, alors, Et il ne Sylvain, faut pas enlever de CO2. fais attention parce que des personnes qui débarquent dans le sujet comme ça, puis qui sont justement encore très programmées par tout forcément la propagande et l'état d'hypnose générale, elles Oui, risquent de devoir finir en, en réanimation. oui, Parce que c'est quand même, on va dire là, c'est le discours de quatrième année, tu vois. Faut déjà passer par les premières étapes. On va y aller doucement. oui, Parce oui, que là, pour oui. le coup, faut quand même que ce soit compris tous ces discours-là et pas que ça provoque trop de résistance. Parce que c'est vrai que Mm. là, et même moi, je me souviens la première fois que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, Ouais. je me suis dit: «Non, c'est» et puis bon, après, c'est Mm, vrai que c'est une gymnastique aussi, hein, de remettre en question, de remettre essayer d'inverser aussi les questions, hein, mm. pour Ouais, voilà, pour ouais, arriver un petit peu avec un peu plus de logique. Mais du coup, c'est vrai que tu nous disais déjà que, Poutine, au début de 2020, quand il y a eu ouais, tous ces tous ces avions qui se sont retrouvés grounded, toute cette ouais, économie ouais, du ouais. pétrole qui s'est retrouvée figée. Finalement, tu nous as fait une belle analyse hein, par rapport à ça. Ben oui, c'est ça. En fait, ben au fond, là, c'est que Poutine, lui, de son côté, c'est quand même assez amusant. C'est que il a le contrôle complet de toutes les énergies ou à peu près. OK? Donc maintenant, il contrôle le marché du pétrole. Il n'est pas tout seul. Là. La Russie est seulement, je pense, c'est le 4 ou 5e là, au niveau de la production de pétrole dans le monde. L'Arabie Saoudite est devant, mais l'Arabie Saoudite est maintenant du côté de Poutine. L'Irak est devant, mais l'Irak est maintenant avec Poutine. Venezuela ont probablement les plus grosses réserves de pétrole au monde. C'est pas ceux qui produisent le plus en ce moment parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont bloqués au Venezuela, mais le Venezuela est protégé par la Russie aussi. Et donc, c'est là où on comprend que finalement, il y a complètement le marché du pétrole. C'est la même chose pour le gaz. Là, au niveau du gaz, la Russie est première, mais l'Iran est très près, le Qatar. Ben, l'Iran et le Qatar, maintenant, sont alignés avec Poutine aussi. Donc, on a le marché des énergies. Ça va être la même chose pour le charbon. Et même si vous voulez faire une transition énergétique, ben, le deuxième fournisseur d'uranium, le premier, c'est la Russie, qui a la moitié du marché mondial en fait d'uranium. Mais pour ce qui est de la technologie des centrales nucléaires électriques, ben, ils sont les deuxièmes exportateurs au monde là, de cette technologie-là. Donc, peu importe le choix d'énergie que vous allez faire, ben, c'est la Russie qui va être en contrôle de cette énergie-là, sauf l'énergie verte. C'est pas pour rien, c'est que la Russie ne s'intéresse pas beaucoup aux énergies vertes parce que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que tout le plan foireux de l'Occident sur la transition vers des énergies vertes, en fait, c'est un massacre de l'économie qu'on veut avec ça, un massacre du niveau de vie, de la qualité de vie des citoyens qui vient avec ça. Tout ça pourquoi? C'est pas pour sauver la planète. La planète va très bien. La planète va 100 fois mieux que dans les années 70 et 80, alors que c'était dépotoir à ciel ouvert, la planète. Là. Mais la seule chose que ça aide, c'est pour que nos banquiers continuent de contrôler nos économies à nous, là, de notre petit monde occidental, et cesse d'enrichir les producteurs de pétrole qui sont maintenant, de pétrole et d'énergie, qui sont maintenant devenus indépendants de leur monde et de leur système SWIFT. Et c'est ça qu'il faut comprendre au fond.
Et tout ce dont je parlais, au fond, les printemps arabes, le printemps ukrainien et tous ces trucs-là, c'est tout lié à ce contrôle-là de vouloir réduire l'importance des Russes et de vouloir tout garder cette espèce de contrôle-là qui est factice parce qu'au fond, nos banquiers n'ont plus les moyens de leurs ambitions. En fait, c'est ça. Et ils sont à court de solutions complètes. Et la déprogrammation, justement, via Internet à cette époque-là, en 2015-2016, c'était important pour comprendre exactement ce qui se passait parce que moi, je sais pas si je m'étais pas réveillé à cette époque-là, ça aurait peut-être été compliqué 4-5 ans plus tard. Je pense que j'aurais fini par me réveiller, mais c'est devenu d'autant plus compliqué parce que on nous cache tellement tout maintenant. Tu sais, je donne un exemple, là, un exemple qui est dans ce chapitre-là, au fond, c'est que quand on a voulu organiser des élections en Syrie, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une attaque chimique qui a été faite sur les banlieues de Ghouta. Et c'était pour, au fond, dire Bachar el-Assad est un cruel dictateur et il attaque à l'arme chimique ses propres populations, tout ça. Et bon, évidemment, tout ça faisait pas aucun sens. Et les gens, il y a une grosse partie des gens, en tout cas, qui n'étaient pas dupes par rapport à ça. Et ça a été démonté par Theodore Postel, qui est un professeur au MIT, qui, au fond, lui, il a complètement démontré sur le papier non seulement que c'était impossible que l'attaque venait des forces de Bachar al-Assad, de l'armée syrienne, au fond, mais il a démontré aussi que ça venait du côté des insurgés ou de ISIS et Al-Qaïda et Al-Nusra. C'est eux qui étaient en possession de chlore et de sarin et de tous ces trucs-là. Et le lanceur qu'il avait envoyé sur la banlieue de Ghouta, au fond, était à la portée, ces lanceurs-là étaient à la portée des forces insurgées, mais pas du tout des forces de l'armée syrienne. Donc, tout ça, aujourd'hui, ça nous serait complètement caché et jamais on aurait entendu parler de Theodore Postel et jamais on aurait pu comprendre ça. Et aujourd'hui, ça serait d'autant plus compliqué que tous les médias russes tout ce qui est dissident est censuré en ce moment. Donc, alors, non seulement c'est caché, mais en plus, les valeurs sont inversées. C'est pire. C'est pire que de cacher. Oui, en fait, ils sont souvent en train d'accuser les autres de ce qu'ils font eux-mêmes. Voilà. En fait, on est exactement... Moi, je parle beaucoup de manipulation perverse. Hein. Oui. Quand on entend des gens dire c'est un pervers narcissique, en fait, on peut enlever le mot narcissique, le pervers est forcément là-dedans. Oui, oui. Le pervers, il a besoin de broyer et de voir la souffrance pour jouir, en fait. C'est ça son but dans la vie, c'est d'anéantir complètement l'autre et de dire à l'autre qu'il est coupable, cruel, égoïste, inconscient, enfin bref. Tout ce que vous pouvez mettre dans la même panière. Et finalement, ce principe-là qu'on retrouve, parce que bon, moi, tu sais que j'ai une grande expertise des manipulateurs pervers dans les couples. D'ailleurs, les amis, beaucoup, mais je crois que je vais finir par le faire parce que souvent on me dit oui, tu devrais faire une formation sur la vie de couple. Je vais finir par le faire. Hein. Je vais finir par le faire. Ouais, je pourrais t'aider avec ça. Oui, toi aussi d'ailleurs. Et quand on a passé un temps de vie privé, hein, donc j'entends là en couple avec quelqu'un qui est dans la manipulation perverse et qu'on a failli y rester, on a une longueur d'avance quand on doit justement appréhender la géopolitique et repérer ce qu'est l'inversion des valeurs. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste que ça fonctionne comme ça à grande échelle. Et juste, je vais finir ça parce que ça, c'est souvent, on dit, mais comment on fait pour repérer un manipulateur pervers? En fait, c'est très simple. Il y a, et ça, c'est pareil aussi au niveau global. Donc ça, c'est mon analyse au niveau politique. Mais quand vous vous levez le matin, de bonne humeur, eh bien, le manipulateur pervers, vous prenez la montre et vous chronométrez
en combien de temps le manipulateur pervers va vous foutre en l'air votre morale. En général, si vous vous levez en sifflotant de bonne humeur, il faut quelques secondes pour que le manipulateur ou la manipulatrice, c'est pas réservé aux hommes, hein, vous foute en l'air votre morale. Et quand on voit les présidents et les grands ponts dirigeants des nations, est-ce que vous avez l'impression, les amis, qu'on est là pour votre prospérité, votre bien-être, qu'on vous encourage? Non. On a quand même en France celui qui a été réélu, je mets bien des guillemets, qui a dit « je vais emmerder les non-vaccinés ». Et croyez-moi, ça va déguster là. Hein, je veux pas mettre en l'air les morales des gens, mais faut se préparer vraiment à ça. Il faut être préparé à la manipulation perverse parce que quand tu parlais de Brzezinski, tous ces grands tarés, de la stratégie, ce sont vraiment des psychopathes. Voilà, oui, non, mais tu as absolument raison. Et de toute façon, je le dis à gauche et à droite dans mes livres, là, que je les appelle les détraqués, les psychopathes, et c'est ce qu'ils sont. Donc là, toi, maintenant, quand tu as écrit ce livre en 2015 et tu dis, je m'attendais pas à ça, tu mets la faute sur quoi? Sur justement la télévision. Tu dis que les gens désertent la télévision, mais continuent quand même à s'abreuver. Sur quoi tu as envie de dire ça? En fait, je pense que les gens qui sont encore influents, je dirais aujourd'hui, ceux qui transportent l'opinion des gens avec eux, les journalistes, les personnages politiques, tout ça, eux, ils transgressent toutes les plateformes en ce moment. Ils sont présents et dans les journaux et à la télévision, mais et aussi sur Internet et les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'ils sont là en transversal et comme ils ont eu la réputation depuis plusieurs années de diffuser de l'information, à ce moment-là, les gens continuent à se fier à eux autres là, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand bien même le reste de tout ce qu'ils disent, leur contenu est d'une absurdité sans nom. Et ma déception est là, c'est qu'il y a eu un éveil là. Ok, ça c'est clair, c'est définitif. En 2015, quand j'écrivais un petit post sur Facebook, il y avait 3 personnes qui l'aimaient, 3 personnes qui l'aimaient pas, et personne qui le partageait. Tu sais. Maintenant, bon, on n'en est plus là. Il va y avoir 500 partages et 1000, 2000 likes là, sur les trucs. Donc, il y a eu un éveil là, qui s'est fait depuis 2 ans, mais ma déception, c'est que on ne parle pas de au moins 90-95% des gens. Je pouvais pas imaginer que les humains avaient à ce point un manque de discernement par rapport à ce qu'on leur dit. Et ma déception est là, au fond, c'est que c'est dur d'accepter ça. Hein. Oui, c'est dur d'accepter ça. C'est une réalité, c'est dur de l'accepter effectivement parce qu'on se dit, mon Dieu, ça a été tellement bien fait depuis des générations, cette fabrique à crétins, que la subversion pure est là. Et les amis, je vous invite à aller voir Igor Brezmenov, alias Thomas Schumann. Sur YouTube, on trouve encore ses conférences. C'est un ancien agent du KGB, lui aussi. Et il explique comment on fout en l'air un pays sans verser une goutte de sang. Il parle effectivement de Sun Tzu aussi, mais pas que. Finalement, on se rend compte que plus un peuple est stupide, et évidemment diverti, hein, ça va ensemble. Oui. Eh bien, plus l'autoroute est large et c'est extraordinaire. C'est d'une logique absolue. Enfin, ça n'a rien de tordu comme raisonnement. C'est simple à comprendre. Non, c'est ça. Puis, écoute, je pense qu'éventuellement, les gens n'auront pas le choix de se réveiller, mais disons que le chemin aurait été un long calvaire. On peut comprendre aussi, justement, à quel point c'était important pour eux de brainwasher dès l'école là, pour vis-à-vis du mondialisme, du réchauffement climatique et tout ça. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, il y a eu un paquet de gens qui se sont levés depuis 2 ans pour parler du mensonge de ce qu'était la pandémie, là, au fond. Mais ces gens-là se sont réveillés dans le courant des 2 dernières années, souvent. Et
maintenant, tu te retrouves parfois, puis ça m'est arrivé quelques fois, à parler à des gens qui ont compris qu'ils se font mentir pour la pandémie, mais qui n'ont pas encore compris qu'ils se faisaient mentir pour le climat. Oui, alors oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça et c'est capital les amis justement pour ça de partager des vidéos de Sylvain. Mm. Parce que Sylvain, lui, ça fait un moment et puis comme il dort pas beaucoup, l'avantage c'est qu'on peut enregistrer tôt le matin. On gagne du temps parce que la vie passe très vite, malheureusement trop Oui, vite c'est ça. et j'appelle vraiment à beaucoup de bienveillance les uns avec les autres parce que, effectivement, certains ont envie de dire: «Allez, allez, il faut vite que tu comprennes tout». Mhm. En même temps, tout est tellement vaste et tellement complexe que c'est pas si simple de démêler les nœuds et toi, Effectivement. tu travailles justement pour démêler les nœuds pour les autres, puis après il Ouais, faut aussi lire, il faut s'informer, il faut avoir envie. Puis en même temps, c'est plus facile de ronronner sur son canapé avec, une bière et puis, Netflix, hein, j'ai envie de dire. ouais, C'est le gros cliché, mais c'est beaucoup plus confortable. oui. Donc, à un moment donné, il faut bien de la bienveillance entre nous et puis donner le goût aux gens de découvrir et c'est aussi pour ça qu'on t'aime Sylvain parce que Mm. tu es capable toi d'écrire des livres où on s'en prend plein la tronche, Mhm. avec légèreté et humour Mhm. et on aime ton humour noir évidemment et ça donne envie d'aller parce que c'est pas déprimant aussi. Souvent quand on commence à aller dans ce genre dans certains sujets, Mhm. notamment des sujets qui parlent de science. On se dit, ouh là là, c'est bon, les grandes questions de l'humanité, ça nous emmerde. De toute façon, Ouais, on est déjà assez compliqué à notre travail. Tu ouais. sais, c'est ça aussi. Hein. Les gens ont des vies compliquées. Mm. Donc voilà, en tout cas, nous, on aime ça et on a envie que ça continue avec Sylvain qui quand même nous donne l'envie. Tu sais quand même, tu peux être déçu, mais moi, je vais te remonter le moral. Tu as redonné le goût aux gens pour l'histoire avec Ouais. Guerre et mensonge. Oui, je sais, on me l'a dit souvent et pour la lecture aussi. Parce que au fond, là, ben, tu le sais, toi aussi, tu viens d'écrire un livre, puis j'ai hâte de le lire. Mais, mais c'est que au fond, les médias sont tellement tout contrôlés maintenant, l'éducation est complètement contrôlée. Et donc, les livres sont encore parmi les dernières choses qui nous permettent de se sortir. Tu sais, autant Internet a été la solution pendant quelques années, ça a été une fenêtre ouverte. Ben maintenant, il va falloir se rabattre sur les livres. Et ce que j'adore comme commentaire, au fond, que je reçois régulièrement maintenant, c'est d'entendre que le livre a été comme une espèce de torche qui a éclairé les gens vers la compréhension du monde dans lequel on vit. Et Oui. donc, ça, c'est la meilleure paye que je peux avoir. Mm. D'autant plus, qu'effectivement, le livre, tu parlais de climat, si on veut faire des économies, Mm. d'énergie et ben, le livre ne nécessite pas d'électricité, hein, parce que aussi, à un moment donné, quand on branche la prise, on fait faire marcher les centrales nucléaires. Donc, Ouais, soyons cohérents alors à la oui, limite, c'est ça. soyons verts de la tête aux pieds. Bon, moi, je Oui. suis une grande écolo, mais plus pas ça n'a rien à voir avec la propagande actuelle, c'est juste Non, que, non. j'aime, j'aime sentir l'odeur des plantes, des fleurs. Je déteste Ah, quand ben ça moi sent les aussi, gaz des hein. voitures. Je Moi suis pour le aussi. photovoltaïque, pour l'autonomie, toutes ces choses-là, Ben oui, mais en conscience, voilà. Pas c'est parce ça. qu'on se fait, téléguider comme des ânes et puis qu'on nous dit: «Tous au vélo électrique, ouais, vive les centrales nucléaires». Tu vois? Ah Il oui, y a un c'est moment ça. donné, bon, il faut mettre un peu d'eau dans son vin et puis prendre un peu de recul avec certains choix. J'adore mon vélo électrique, mais je Ouais. ne l'ai pas acheté, parce que je me suis dit que c'était, plus écologique. Je me suis dit que c'était bien aussi de pouvoir avoir les cheveux au vent en Oui, pédalant, mais sans je suis faire pareil, trop d'efforts. mais je suis pareil comme toi, j'aime beaucoup la nature. Je veux dire, je passe mon temps là, dans la nature, en canot, dans des randonnées, je ne veux pas qu'on détruise l'environnement d'aucune façon, mais je ne veux pas non plus qu'on détruise l'économie pour des questions de géopolitique. Parce que l'économie, c'est la vie des gens. Et si ça prend du pétrole pour faire rouler cette économie-là, prenons du pétrole pour le faire parce que il y a aucune énergie en ce moment qui peut remplacer le pétrole pour faire rouler l'économie.
tout ce qu'il faut, par exemple, c'est une bien meilleure gestion de l'ensemble de toutes les composantes de notre monde, tout ça. Ce qu'il faut arrêter, au fond, c'est le mondialisme. C'est d'arrêter de surexploiter les ressources et après ça, tout jeter à cause de l'obsolescence programmée. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Il faut recycler tout et non pas faire semblant de recycler tout. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est juste une meilleure gestion que ça prend. Mais pour avoir une meilleure gestion, il faut arrêter le capitalisme effréné en ce moment du mondialisme. D'autant plus, je me permettrai de finir là-dessus, si tu veux bien, oui. que tout existe déjà au niveau des énergies libres. Je rappelle que Nikola Tesla, parce que allez voir, les amis, il y a encore beaucoup de documentaires là-dessus. Tous des gens, justement, qui lui étaient sacrément, comment dire, caviardés par Morgan, aussi un banquier chéri. Allez voir l'histoire des énergies libres, parce que en théorie, on aurait besoin justement de pas grand-chose. Tout est là déjà. C'était un grand génie, hein, ce Tesla. Et quand on découvre justement à quel point tout ça n'est que business, n'est que contrôle, pouvoir et asservissement des peuples, c'est dingue. Hein. De se réveiller dans ces conditions, c'est sûr que c'est difficile. Alors, on reste sur une bonne note. Sylvain a bientôt fini la 3e partie de sa trilogie. Yes! Et, ça avance. Et puis là, les 2 premières parties, donc Guerre et mensonge, vous pouvez aller voir toutes les vidéos si vous ne les avez pas vues. Dans la barre d'infos, ici là-dessous, vous avez les liens pour les vidéos que vous avez manquées, les liens pour le livre, pour les Québécois, pour les autres, pour les livres de Sylvain. Bref, les podcasts, on en a fait des heures de vidéos déjà. Oui, quand même. Ça va faire 2 ans, au mois de juillet 2022, qu'on est ensemble dans ces contextes-là et on adore. Moi, en tout cas, je m'en lasse pas. Je te remercie, Sylvain. On arrive au bout de cette vidéo, parce que tu sais, on est limité à 1 heure, sinon après, on nous coupe. OK, on arrête de parler. Merci, Sylvain. Merci, les amis, pour votre tendre fidélité qu'on adore et vos messages d'encouragement. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Bye, à bientôt. À la prochaine. Ciao. Ciao.